Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE a donné rendez-vous à la presse à son siège à Cotonou pour un point de presse dont l'objectif est non seulement de rendre compte de leur rencontre avec le chef de l'État, mais aussi de préciser la position du parti sur la question de la révision de la Constitution qui agite l'opinion depuis quelques jours. La FCBE propose une intervention chirurgicale sur le code électoral pour remédier à l'ensemble des problèmes qui se sont posés du fait de l'interprétation ou l'application de certaines dispositions du dit code. En ce qui concerne la révision de la Constitution, le parti s'oppose à toute révision opportuniste de la Constitution. Nous avons proposé que, à l'étape où nous sommes, qu'il faut que l'Assemblée constitue un petit comité ou que le président de l'Assemblée fasse un appel pour donc que ceux qui ont des propositions à faire viennent avec leurs propositions pour éclairer et que la décision à prendre soit une décision consensuelle. Et donc, pour nous, rien ne doit se faire de façon exclusive. Il faut dialoguer, il faut échanger, il faut impliquer, il faut faire en sorte que, en le faisant, non seulement qu'on ait la lumière de toutes ces sommités, ces connaissances, etc., et que, en dehors de ça, que tout le monde se sente impliqué pour la paix dans notre pays. Donc, je crois que c'est ça que nous sommes allés faire, et le président nous a écoutés. Il nous a vraiment écoutés et n'a pas manqué de montrer son sentiment que lui, il est déjà fini, que lui part. Il nous a réitéré ça. Il est lui, qu'on révise, qu'on fasse, non, lui n'a plus vraiment d'intérêt à ce que, donc, pourvu que ça permette, n'est-ce pas, de continuer et que le pays soit en harmonie, etc., etc., après lui, etc. Donc, bref, ça nous a permis de savoir que, bon, il n'est pas derrière ce qui se fait, profession de foi, mais que c'est aux acteurs de prendre leur responsabilité et faire ce qui doit se faire. Et donc, je peux m'arrêter là par rapport à ce que nous nous sommes dit. Et je crois que s'il n'y a pas grand-chose derrière la tête, s'il n'y a pas d'autres combines, d'autres, nous pouvons simplifier les choses et faire en sorte que, eh bien, le pays se porte mieux et que nous abordions sans difficulté les élections de 2026. Donc, voilà, et, chers amis, et ce que nous nous sommes dit, et des arguments qui sont avancés ici et là, du moment où nous ne sommes pas partis là-bas pour parler de révision de constitution, je crois que nous nous sommes vraiment occupés de ce que nous avons étudié à fond et sur lesquels nous avons d'arguments. Mais il faut retenir tout de même que le caractère exclusif de la démarche de révision de la Constitution a toujours, disons, déplu au peuple béninois, vous compris. Et il faut retenir tout de même que dans cette Constitution-là, il y a également des choses à voir. Bon, je m'en arrête là pour le moment et vous dire, nous avons tranché, nous avons dit notre position. Nous sommes venus plaider la relecture du code et que, à l'étape là, nous, on n'a pas une position qui soutient la révision de la Constitution. Pour nous, on n'a même pas besoin d'aller là-bas avant de corriger les problèmes, les petits problèmes que nous pouvons corriger pour véritablement aborder 2026. Toutefois, le parti reconnaît que la Constitution a besoin d'être toilettée et se dit prêt à accompagner ce toilettage quand les conditions seront respectées. Ce qui n'est pas encore actuellement le cas, selon les responsables du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE.
Rien n'a été récupéré. Nous avons utilisé les informations du logiciel par rapport au stock du magasin gros. Et donc, cette perte en médicaments, consommants médicaux, réactifs et imprimés administratifs. On a perdu le bâtiment complètement. L'autorité n'a pas hésité à me donner des instructions. Déjà, on a procédé à un inventaire au niveau des femmes, ce qui allait déterminer, n'est-ce pas, notre vitesse pour un ravitaillement. Et on s'était rendu compte que ce qui était là, quand même, c'était assez pour maintenir sur 72 heures. Puisque nous avons un dépôt réparti qui allait finir de sitôt, on les a contactés et automatiquement, ils ont servi l'hôpital. Donc l'un mis dans l'autre, ça nous a permis de tenir jusqu'à cette date. Grâce aux efforts des uns et des autres, on a pu en procédure d'urgence trouver des médicaments au niveau de la société qui nous approvisionne, la SOBAPS. Pour ne pas oublier nos défunts, on a décidé le jour même, à l'heure du drame, de venir faire un dépôt de gerbes qui représente 33 fleurs. Le nombre de décès, symboliquement, on a mis 33 fleurs dans la gerbe pour que notre pensée aille vers chacun d'eux. Que la justice nous accompagne pour qu'on puisse faire nos deuils. Parce que le deuil n'est pas encore fait. Et on pourra expliquer aussi aux enfants. Parce que tous les jours, c'est des questionnements. Bon, dans le drame, moi, j'ai perdu ma femme, Madame Da Silva, Frida. Elle est partie, elle m'a laissé 4 filles. Et une fillette de 10 ans. Je salue les parents des victimes qui ont mué cette grande tristesse en une force d'organisation pour surpasser le deuil et toute autre chose. Et mieux peut-être pour faire aussi du bien. Donc, arriver ici aujourd'hui, où ils viennent en l'honneur donc de cet événement grave, je crois que moi, je les remercie sincèrement pour leur courage. En ce qui nous concerne d'Assa, on compatit à cette douleur. Chaque jour, nous essayons de faire mieux pour qu'un événement de ce genre ne survienne plus. Le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale a procédé à la revue du plan de travail annuel PTA au 31 décembre 2023. Cet atelier de revue a permis aux participants de faire le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la revue au 30 septembre 2023, de la synthèse du point d'exécution au 31 décembre 2023. D'autres choses ont été faites dans l'année qui ont été importantes que je veux rappeler. Tout ce qui a été fait autour de la vision 2060, qui est aussi très important, qui n'est pas achevé, puisque nous continuons cette année et l'année prochaine pour que en 2025, cette vision puisse être adoptée et par le gouvernement et par l'Assemblée nationale. Je salue aussi tout ce qui a été fait par la direction et le ministère sur les ODD. Nous avons eu une bonne participation aux Nations Unies, comme par le passé, et c'est à mettre au crédit de tous ceux qui ont travaillé sur ces dossiers. Je ne veux pas non plus sous-estimer ce qui nous a permis d'obtenir le premier compact régional avec les Américains. Le compact, le MCC a été créé il y a 20 ans aujourd'hui, donc célébrer cette semaine le 20e anniversaire. Mais c'est pour la première fois qu'ils ont fait un compact régional et c'est heureux qu'ils le fassent avec le Bénin. Tout ce que nous avons accompli sur les programmes au cours de l'année 2023 et le plus important pour moi, le plus emblématique, c'est l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi 4 sur la planification et l'évaluation, qui est un véritable marqueur, pas pour notre ministère, mais pour l'ensemble de notre pays. Parce que nous avons contribué, ce faisant, à positionner notre pays dans le domaine de la planification, mais aussi et surtout dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques.
ministères. Pour ce qui nous concerne, c'est clair, nous devons continuer à être exigeants d'abord pour nous-mêmes et ensuite pour les autres. Ça veut dire qu'en matière de planification, tout ce qu'il y a à faire pour que PND prochain, tout ce qu'il y a à faire pour que la vision puisse être élaborée et être présentée dans les délais. Tout ce qui doit être fait en matière de coordination des autres ministères. Il y a beaucoup de travaux à faire dans ce domaine. Je souhaite que notre action continue d'être rigoureuse avec cette obligation de compte rendu sur laquelle je vais continuer d'insister. Mais aussi vous inviter à regarder pas dans le rétroviseur, à regarder les perspectives pour que nous puissions remplir toutes nos obligations en ce qui concerne les projets, les programmes et les réformes. Pas seulement ceux qui sont de notre responsabilité, mais aussi à aider les autres ministères à remplir leurs obligations. Vous le savez, nous avons fait une évaluation récente de la mise en œuvre du PAG2. Il y a des efforts importants qui doivent être faits. Ils sont évalués en ce moment dans le cadre de ces travaux sur le PTA dont je vous ai parlé. Et je veux compter sur vous pour que nous puissions travailler avec les autres ministères pour relever ces différents défis. À cette occasion, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a félicité ses collaborateurs des efforts consentis. Une opération de ramassage de déchets plastiques à Lagos. La mégalopole nigériane a interdit depuis le 21 janvier l'utilisation et la distribution de polystyrène non biodégradable avec effet immédiat. But de la manœuvre, freiner leur impact sur l'environnement. Les autorités de Lagos veulent s'assurer que les canaux de drainage des eaux de l'État ne soient plus obstrués par ces déchets. Des amendes sont prévues contre les entreprises qui ne respecteraient pas la mesure, alors que le nettoyage des plastiques à usage unique coûte des dizaines de millions de naira par jour. Les autorités refusent de sacrifier la protection de l'environnement au profit des intérêts économiques de quelques riches propriétaires d'entreprises. Les habitants de l'État ont du reste été invités à boycotter les plastiques à usage unique. Depuis l'annonce du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, une vague de réactions secoue l'Afrique. Si cette décision était déjà prévisible au vu des événements juste après le coup d'État au Niger, elle a pris plus de temps que prévu. Le 28 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris la décision historique de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. C'est une décision mûrement réfléchie et précédée d'une analyse approfondie du fonctionnement de l'institution et des conséquences éventuelles de la sortie. Les autorités estiment que l'organisation s'est déviée de ses objectifs principaux. Malheureusement, après 49 ans de fonctionnement, nous constatons avec regret et amertume que la CEDEAO a dévié de sa mission et s'est radicalement éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. La CEDEAO est également accusée de non-assistance dans la lutte contre les attaques terroristes dont sont victimes les 3 pays. Elle s'est transformée en un instrument technocratique qui a fini par s'éloigner des aspirations légitimes des populations de notre espace communautaire. Pour s'en convaincre, nous avons tous noté l'indifférence de la CEDEAO face au massacre de nos vaillantes populations, à la crise humanitaire qui frappe nos concitoyens et aux multiples tentatives de déstabilisation de nos États respectifs. Les autorités ont lancé des appels à des rassemblements d'ampleur dans les jours à venir pour soutenir leurs décisions dans les capitales des 3 pays.
Kick and Learn, c'est le nom du nouveau projet lancé par la Confédération africaine de football, à travers lequel elle veut protéger les futures stars du football africain et leur montrer que l'éducation est prioritaire. J'ai joué mon dernier match à l'âge de 27 ans, je ne l'ai pas vu venir. Si je n'avais pas un peu d'expérience, comment ça se serait passé? Avec l'éducation, j'ai pu rejoindre des groupes comme la FIFA ou la CAF. Il faut combiner l'éducation et le football. C'est ça que nous devons apprendre à nos jeunes. Nous devons les protéger, c'est très important. Aujourd'hui, consultant des chaînes de télévision, Daniel Amokachi s'est évertué à expliquer aux jeunes élèves que s'il pouvait tenir sur un plateau télé, c'est parce qu'il a reçu une bonne éducation. Salomon Kalou, la légende ivoirienne invitée par la CAF, apporte de l'eau à son moulin. L'éducation et le sport vont ensemble. Nous, on a eu l'opportunité, la chance d'être dans un centre de formation. Nous, on faisait les deux, on a alterné entre le sport et l'éducation. L'éducation est importante, c'est pourquoi la CAF change désormais le format du championnat africain scolaire. Ce championnat scolaire fera une grande révolution. Il avait déjà été changé. Mais maintenant, si vous prenez l'exemple du Togo, du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, ils organiseront un concours national avec différentes écoles dans le pays. Et le gagnant sera le vainqueur du pays. Mais ils sélectionneront les meilleurs joueurs pour créer l'école nationale sénégalaise ou ivoirienne. Pour jouer au niveau de la zone, vous savez que nous avons 60 zones de football dans le continent. Et les meilleurs joueurs d'entre eux joueront au niveau continental. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, est très préoccupé par l'image que présentent les professionnels de football au soir de leur carrière. C'est pourquoi il tire déjà la sonnette d'alarme afin que les futures stars ne tombent pas dans le même piège. Pour lui, l'éducation est très indispensable à côté du football. Dans son discours sur l'état de la nation cette semaine, le président du Libéria, Joseph Nyouma Boakai, affirme avoir hérité d'une économie en très mauvais état. Boakai, 79 ans, qui a battu l'ex-footballeur George Weah lors du second tour de l'élection présidentielle, estime qu'il y a moins d'argent qu'il ne devrait y avoir dans les caisses de l'État. Le nouveau président qui a prêté serment le 22 janvier a déclaré lundi que le solde enregistré était de 20,5 millions de dollars et non de 40 millions de dollars comme l'avait affirmé l'ancien président Weah. Les médias libériens ont rapporté mercredi que le Sénat avait ordonné à la Banque centrale de clarifier les contradictions entre le président Boakai et son prédécesseur. Boakai a promis de veiller à ce que l'exécutif montre l'exemple grâce à des mesures de réduction des coûts, telles que de nouvelles règles budgétaires et des ordonnances de déplacement visant à limiter les dépenses inutiles. Le nouveau chef de l'État a rassuré les Libériens sur sa promesse antérieure d'auditer tous ceux qui sont en position d'autorité. Naledi Pandor, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, a déclaré qu'Israël a déjà ignoré la décision rendue la semaine dernière par le plus haut tribunal des Nations Unies. En effet, quelques 700 Palestiniens supplémentaires ont été tués dans les jours qui ont suivi la décision de la Cour internationale de justice, selon les chiffres du ministère de la Santé de l'enclave. Je crois qu'Israël a ignoré les décisions de la Cour. Des centaines de personnes ont été tuées au cours des 3 ou 4 derniers jours. Il est clair qu'Israël croit qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Le monde doit donc réfléchir parce que nous devons répondre à la question « Que pouvons-nous faire pour empêcher de tels actes de se produire ?» Pas seulement avec Israël, mais avec n'importe quelle autre région dans le monde. La chef de la diplomatie sud-africaine affirme avoir demandé au procureur de la Cour pénale internationale pourquoi un mandat d'arrêt n'a pas été émis contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Je lui ai demandé pourquoi il avait pu émettre un mandat contre M. Poutine et pourquoi il ne pouvait pas le faire contre le premier ministre israélien. Il ne pouvait pas répondre et n'a pas répondu à cette question.
Mais j'ai lu certaines de ses paroles, selon lesquelles les enquêtes sont toujours en cours et jusqu'à leur conclusion, il ne peut pas se prononcer sur cette question. La décision préliminaire du tribunal dans l'affaire sud-africaine accusant Israël de génocide lors de son offensive militaire à Gaza a ordonné à l'État hébreu de faire tout son possible pour empêcher la mort, la destruction et tout acte de génocide contre les Palestiniens. Selma Feriani, galerie prestigieuse et véritable référence, s'est assignée la mission d'établir la Tunisie comme acteur majeur sur la scène internationale de l'art contemporain. Récemment, elle a inauguré son nouvel espace de 800 mètres carrés dans la capitale tunisienne, accueillant une exposition personnelle de l'artiste Nidal Chamer, représentée par la galerie depuis sa création en 2009. C'était important pour moi de commencer avec une exposition d'un artiste tunisien, une exposition qui parle de notre histoire, mais aussi de notre histoire contemporaine. Et si Carthage, un titre symbolique pour les Tunisiens tiré d'un discours mémorable du philosophe martiniquais Édouard Glissant prononcé en Tunisie en 2005. J'ai relié un autre épisode plus contemporain, c'est le départ de tous les exilés des côtes africaines vers l'Europe. Donc c'est un peu ces trois moments qui résonnent entre l'esclavage et la traite négrière, la destruction de Carthage et le départ aussi des migrations africaines vers un ailleurs, vers le nord. L'œuvre qui annonce l'exposition, qui est à l'entrée de l'exposition, c'est un masque grimaçant qui est caché avec un hoodie, qui est caché avec une capuche. Et du coup, ça concentre et l'origine africaine, en quelque sorte, le visage, nos visages à nous, et la capuche qui représente l'exil, la migration. L'artiste découvre des parallèles frappants entre l'époque des Romains et la colonisation. L'Empire romain, quand il s'est installé en Afrique, il avait quasiment les mêmes objectifs que la colonisation française ou italienne de l'Afrique, c'est-à-dire on va civiliser des barbares. Et surtout après, en fait, c'est que la France, par exemple, ou l'Italie, a utilisé l'Antiquité et l'histoire de Rome, et ils étaient, en tout cas se présentaient comme les héritiers de Rome. Cette exposition captivante sera disponible jusqu'à la fin du mois de mars à Tunis. Des dizaines de personnes ont manifesté jeudi devant l'entrée du port d'Ashdod en Israël pour s'opposer à l'envoi d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les manifestants ont bloqué les camions pour les questionner sur la destination de leurs marchandises, bien que les Nations Unies aient demandé à Israël d'autoriser l'entrée de l'aide par le port. Je sais que cette guerre devient de plus en plus longue et qu'elle met en danger nos soldats et nos enfants à cause de tous ces camions qui entrent dans Gaza. Dès les premiers jours de guerre, Israël a interdit l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Ainsi, le conflit a déclenché une catastrophe humanitaire. Bien qu'il ait cédé sous la pression des États-Unis, le volume d'aide reste insuffisant. S'exprimant lors d'une conférence sur les relations étrangères à Téhéran, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a déclaré dimanche qu'un conflit armé est susceptible d'aggraver davantage la situation sécuritaire de la région en proie à la guerre entre Israël et le Hamas. L'unilatéralisme de l'Occident dans son soutien aveugle et inconditionnel à un régime illégitime d'apartheid et d'occupation a anéanti toutes les réalisations des humains dans le domaine du multilatéralisme et du droit international. Depuis le début de la crise, nous avons clairement déclaré que la guerre n'était pas la solution et qu'elle pourrait détériorer la sécurité de la région. Cela nous nuirait à tous. Peu après l'attaque meurtrière du Hamas en octobre et la réponse d'Israël, l'Iran a appelé l'Occident à forcer l'État hébreu à arrêter sa campagne militaire à Gaza, menaçant d'étendre la guerre à d'autres parties de la région.